bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 27 février 2021 pour le 225e rapport de situation sur le Donbass, un rapport qui malheureusement va être principalement axé sur la situation militaire puisque l'escalade se poursuit comme je le craignais. Je vais aussi parler de l'évolution de la situation en Ukraine et il va y avoir plusieurs pendant ce temps-là à Kiev. Avant que ne commence réellement le rapport de situation, je tiens à signaler de nouveau que Donbass Insider est un média totalement indépendant. Nous ne recevons aucun fonds d'aucun gouvernement, fondation, ONG, milliardaire ou autre. Et donc nous avons besoin de vous, de chacun de vous, pour nous permettre de continuer notre travail, voire même d'essayer d'agrandir l'équipe. Je remercie d'ailleurs les personnes qui, suite à mon appel de la précédente vidéo, m'ont envoyé des dons ou ont rejoint mon Patreon. Donc Patreon, je rappelle, c'est une plateforme depuis laquelle vous pouvez m'aider à partir de 2 $ par mois. Donc vous voyez, il y a moyen de nous soutenir, même avec un tout petit peu d'argent chaque mois. Si chacun d'entre vous faisait ça, on arriverait à embaucher plusieurs personnes de plus. Donc vraiment, continuez, faites passer le message, et pour ceux qui le peuvent, merci de nous soutenir. Sur le plan militaire, du 20 au 26 février 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu RPD à 37 reprises, donc là on est à plus du double de la semaine précédente, durant lesquelles elle a tiré 284 munitions, là aussi on est à 2 fois plus, même au-delà, dont 111 obus de mortier de 120, 82 et 60 mm, je vais y revenir. Donc là on a carrément plus que triplé le nombre d'obus de mortier qui ont été tirés par rapport à la semaine dernière. Donc ça, c'est hyper mauvais, c'est malheureusement ce que je craignais. Voilà. Il faut y rajouter les 9 violations du cessez-le-feu et les 49 munitions, dont 28 obus de mortier de 120 et 82 mm tirés par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. En une semaine, ces tirs ont endommagé 7 habitations. On a 8 soldats de la RPD qui sont morts. On en avait 7 et il y en a un qui est mort hier, dans l'après-midi. On a eu un civil et un soldat qui ont aussi été blessés, je vais y revenir un peu plus en détail. Les pertes hors combat de la semaine côté ukrainien sont de 7 morts et 12 blessés. Et pour l'instant, l'armée ukrainienne admet 10 soldats blessés en une seule journée suite à nos tirs de réponse. Bon, en vrai, je pense qu'il y a des morts. Parce que suite au bombardement massif sur Gorlovka, nos gars ont sévèrement répondu. Parce que c'est là qu'on a eu les 7 soldats morts. Et donc là, on a répondu assez méchamment. Donc clairement, on a dû faire des morts de leur côté. Ça, c'est quasiment certain. Autre fait très inquiétant sur le plan militaire, eh bien, c'est le déploiement des armes lourdes. Puisque l'armée ukrainienne continue de concentrer une grande quantité d'armements lourds près de la ligne de front. On n'est pas encore au maximum qu'on a eu, mais on s'en rapproche. Puisque les services de renseignement de l'RPD ont détecté cette semaine le déploiement de 159 pièces d'armement lourd près de la ligne de front côté ukrainien en violation des accords de Minsk, à savoir dans le détail 8 lance-roquettes multiples BM-21 Grad de 122 mm. Bon, j'avais dit qu'ils finiraient par arriver, ils sont arrivés. Hein. Ils avaient déjà amené les munitions, maintenant ils amènent les lance-roquettes. 12 obusiers automoteurs Akatia de 152 mm, 12 canons Jetsin B de 152 mm, 13 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, 15 obusiers D30 de 122 mm, 16 canons anti-char Rapira de 100 mm, 5 systèmes de défense antiaérien OSA, 8 systèmes de défense antiaérien Strela 10, 1 système de défense antiaérien Zouchka, 2 véhicules de transport de troupes blindés type BTR, 58 véhicules de combat d'infanterie type BMP, un véhicule de combat d'infanterie de commandement type BMP 1 KCH, 4 automitrailleuses type BRDM et 4 véhicules de transport de troupes type MT-LB. Mon collègue Andrei Rudenko a publié sur sa chaîne Telegram d'ailleurs une vidéo qui montre un train vers Kramatorsk chargé de pièces d'armement lourd. Bon, c'est le même genre de vidéo que ce que je vous avais montré à Zaporogier. Bon, voilà, hein, c'est le train qui est parti de Zaporogie est arrivé à Kramatorsk. Bon, je pense que
il n'y a pas beaucoup d'illusions à se faire sur le fait que ces pièces d'armement lourds vont finir sur la ligne de front d'ici très peu de temps. Mais donc ça c'est très inquiétant, parce que là on a plus que multiplié par 2 le nombre de pièces d'armement lourds qui sont présentes côté ukrainien en violation des accords de Minsk. Et ça, comme je vous dis, c'est toujours une liste à minima, c'est ce que nous avons réussi à détecter. C'est pas une liste exhaustive. Et donc, comme je le disais, cette semaine, l'armée ukrainienne a endommagé plusieurs habitations et blessé un civil. Je vais y revenir maintenant un peu plus en détail. On a eu une première série de destructions du 22 au 23 février, quand l'armée ukrainienne a endommagé 4 habitations et blessé un civil, alors que la RPD célébrait le jour du défenseur de la patrie. Les soldats ukrainiens ont commencé à tirer dès le 22 février au soir, ils ont tiré au lance-roquettes anti-char sur le village d'Alexandrovka. Voilà, alors qu'il n'y avait pas de char. Hein. Résultat, ils ont blessé grièvement un jeune homme, il a reçu des éclats dans l'abdomen, son état était critique, il a été opéré, il devrait s'en sortir. Le lendemain matin, c'est à coups de mortier 82 mm qu'ils ont ouvert le feu sur le village cette fois de Staromykhailovka, donc au but de mortier, puis aussi munitions de véhicules de combat d'infanterie. Résultat, ils ont endommagé 4 maisons. Ces tirs ont eu lieu à peine 3 jours, comme je le disais, après un violent bombardement des positions de la milice populaire de l'RPD située près de Gorlovka. Hein, comme par hasard, après l'attentat contre le commandant de Ligny, qui justement, dont l'unité est stationnée à Gorlovka, l'armée ukrainienne a lourdement bombardé les positions de la milice populaire qui sont en périphérie de cette même ville. C'est quand même très bizarre. Hein, de là à se dire que l'attentat avait pour but de décapiter l'unité qui protège la ville, pour leur faciliter la tâche. Bon, il n'y a qu'un pas à faire et je le fais facilement. Comme je le disais, on a eu 7 soldats morts, on en a eu un de plus, donc comme je le disais hier. Suite à ces morts, la RPD a répondu. Et donc clairement, on a fait des victimes de l'autre côté. Ça, il n'y a pas d'illusion à se faire. Je pense que l'histoire des 10 blessés, c'est un conte pour enfants. Puis on a eu du 24 au 25 février, où là c'est sur le village d'Yelenovka que l'armée ukrainienne s'est acharnée. Alors je comprenais pas trop pourquoi ils s'acharnaient comme ça sur Yelenovka. Alors on a appris après pourquoi, parce que les autorités de la RPD ont signalé qu'en fait, lors de ces jours-là, qu'en fait devait arriver un convoi humanitaire de la Croix-Rouge, qui doit passer justement par ce point de passage de la ligne de front, à destination de la RPD. Donc l'Ukraine a bombardé Yelenovka pour empêcher le convoi humanitaire de pouvoir rentrer en RPD. Voilà. Puis après, ils racontent dans leurs médias que c'est nous qui ne laissons pas passer les convois humanitaires. C'est magnifique quand même. Hein. C'est énorme. Enfin, vraiment, là, on atteint des niveaux de cynisme et d'abjection absolument stratosphériques. Donc ils ont commencé par tirer sur le village au véhicule de combat d'infanterie le 24 février au soir. Ils ont alors endommagé une maison et une ligne électrique à haute tension. Puis le 25 au matin, alors que les gens étaient en train de se préparer pour emmener leurs enfants à l'école, ils ont tiré des obus de mortier au standard OTAN de 60 mm, endommageant 2 habitations de plus ainsi qu'une voiture. Bon, alors c'est pas la première fois que l'Ukraine utilise ces obus de 60 mm, mais c'est la première fois qu'elle en fait un usage aussi massif contre les zones civiles. Voilà, alors je vais vous montrer la photo qui a été prise par mon collègue Andrei Rudenko. On voit clairement que ce sont des obus qui sont fabriqués en Serbie. Ce sont les fameux modèles M73, hein, donc c'est un obus de mortier serbe de 60 mm. 60 mm, c'est le standard de l'OTAN. Et donc, il y a plusieurs pays de l'OTAN qui se fournissent auprès de la Serbie. Ouais, la Pologne, entre autres, et les USA, les États-Unis. Voilà, donc l'un ou l'autre ont pu après les refourguer à l'Ukraine sans aucun problème. Et donc, voilà, un des obus n'a pas explosé près de la gare d'Yelenovka, et donc Andrei, avec son caméraman, a réussi à s'approcher assez près pour pouvoir prendre une photo où on a pu voir donc le numéro du modèle, pas complet, et le début du numéro de série. Hein, donc il semble que c'est un numéro de série qui avait déjà été communiqué il y a quelque temps en arrière et qui avait fait un gros scandale. Hein, la Serbie s'est expliquée en disant qu'elle n'avait pas fourni directement d'obus de mortier à l'Ukraine, mais qu'elle en avait vendu à d'autres pays qui avaient pu eux-mêmes les revendre derrière à Kiev. Donc ça avait fait un gros scandale. La Serbie est quand même assez proche de la Russie. Hein.
Bon, en tout cas, une dame qui a été interrogée sur place par Andrei a confirmé qu'il n'y a que des civils à cet endroit-là, il n'y a pas de position, il n'y a pas de pièces d'armement lourds, il n'y a pas de soldats. Elle a dit aussi que nos soldats n'ont pas tiré, elle a d'ailleurs demandé quand est-ce qu'on va se mettre enfin à répondre, parce que ça fait 7 ans qu'on patiente et que ça commence à bien faire. Si je rajoute en plus le fait que la RPD comme la RPL n'utilisent pas de munitions au standard OTAN, hein, on utilise les standards soviétiques, c'est-à-dire le 82 et le 120 mm, voilà, l'Ukraine va avoir un petit peu de mal à faire croire qu'il s'agit soit d'un tir légitime de réponse ou sur des positions militaires, ou au fait que, soi-disant, on se bombarde nous-mêmes, hein, parce que ça, c'est un truc qui sort dans je peux pas appeler ça des médias, je suis désolé, hein, les organes de propagande ukrainiens, hein, où ils racontent que nos gars, hein, nos soldats, tirent sur le territoire de la RPD pour ensuite en accuser l'armée ukrainienne. Bon, là, avec des obus au standard de l'OTAN, ça va être un petit peu compliqué, là. Hein. Voilà, vous allez avoir un peu de mal, parce qu'on n'est pas doté avec ce genre d'armes. Voilà. Je vais revenir très brièvement sur le coronavirus. Alors, en RPD, on en est à 24 301 cas, dont 2029 morts et 16 679 guéris. On a entamé la deuxième phase de vaccination, hein, donc le chef de l'État a reçu la deuxième dose déjà, hein, donc les premières personnes qui avaient été vaccinées il y a 3 semaines en arrière sont en train de recevoir déjà la deuxième dose de vaccin. Il y a une liste d'attente énorme pour recevoir le vaccin Sputnik russe, hein, donc le vaccin contre le coronavirus. Donc bon, je pense qu'on devrait arriver assez rapidement à un niveau de vaccination qui devrait être assez bon. En RPL, on en est à 3058 cas, 269 morts et 2574 guéris. Et en Ukraine, on en est à 1 342 016 cas, dont 25 893 morts. Et en Ukraine, justement, ils ont enfin commencé à vacciner, mais avec le AstraZeneca qui vient d'Inde. Et des effets secondaires importants commencent à être rapportés un petit peu partout dans le pays. Alors on a le vice-ministre de la Santé qui te dit « Oui, non, mais vous inquiétez pas, c'est pas des effets graves. » Oui. Alors, vu le niveau de mensonge stratosphérique de ce gouvernement, moi j'en crois pas un mot. Ça va être beau quand le Pfizer va arriver là-dedans, ça va être très sympa, moi je te le dis. Je vais reparler un petit peu, tout petit peu, du cas Navalny, en fait à la marge. Donc il faut savoir que Amnesty International avait décrété que Alexei Navalny était un prisonnier de conscience, hein, donc prisonnier politique qui était enfermé juste pour ses idées. Et petit problème, c'est je vous avais dit que Navalny c'était un gros raciste qui avait tenu des propos absolument hallucinants il y a quelques années en arrière, propos qu'il n'a jamais reniés d'ailleurs, hein, et qu'il a d'ailleurs toujours laissé sur sa chaîne YouTube. Hein, comme le coup où il comparait les Tchétchènes à des cafards, et qui disait que pour résoudre le problème, il n'y avait rien de mieux qu'un pistolet. Voilà, bon, je pense que ça se passe de commentaires. Donc après que tous ces propos-là ont été réexhumés, entre autres, par les médias russes, mais pas seulement, hein, The Grey Zone aussi en a parlé, Amnesty s'est retrouvé un petit peu gêné aux entournures, parce que c'est un petit peu compliqué de déclarer qu'un mec qui tient des propos de haine, hein, je veux dire ni plus ni moins, qui appelle à la haine interethnique, c'est un petit peu compliqué de dire que c'est un prisonnier de conscience, hein, que c'est un prisonnier politique. Donc ils ont retiré ce statut à Alexei Navalny après que ces informations soient ressorties. Je vous dis, c'est connu de tout le monde en Russie, hein, je veux dire qu'il a tenu ces propos-là. Alors bien sûr, ce retrait de ce statut de prisonnier politique, ça prouve qu'un grand émoi chez ses associés et supporters qui ont essayé d'en faire porter la responsabilité aux médias russes qui ont pointé du doigt ses propos, sauf que c'est pas Russia Today qui a tenu des propos racistes, c'est Alexei Navalny. Et il n'a jamais renié ses propos. D'accord ? Il n'a même pas retiré les vidéos en question de sa chaîne YouTube. D'accord ? Donc c'est pas Russia Today qui est coupable de pointer du doigt des propos absolument ignobles d'Alexei Navalny. C'est Alexei Navalny qui est responsable de ces propos ignobles. C'est pas celui qui pointe le fait que le roi est nu qui est responsable. C'est voilà. Je veux dire, c'est tous les médias occidentaux qui ont fermé leur gueule sur ces propos ignobles depuis des années qui sont responsables de cette situation. D'accord ? C'est eux qui n'ont pas fait leur travail. RT, ils ont fait leur travail de journaliste, c'est-à-dire fournir de l'information. Point. Donc voilà, c'est pas RT qui est responsable de ça.
Et donc suite à ce retrait, qui a déjà mis Amnesty un peu... Enfin, qui a un peu gêné Amnesty aux entournures, ils se sont fait pranker. C'est-à-dire qu'ils se sont fait avoir par les célèbres Vovan et Lexus, hein, donc ce sont des gens qui passent leur temps à appeler des célébrités, mais aussi des hommes politiques, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Donc ils avaient piégé plusieurs fois, hein, entre autres des Ukrainiens, des hommes politiques ukrainiens, etc. Et là, ils ont piégé Amnesty International. Donc ils les ont appelés en se faisant passer pour Leonid Volkov. Alors je sais pas comment ils ont fait ça, parce qu'ils ont fait ça via Zoom, donc qui est un truc de vidéoconférence. Donc tu vois la tête des gars d'Amnesty International. Alors je sais pas, est-ce que lui a coupé sa caméra sous un prétexte ou un autre pour pas montrer sa vraie tête, je sais pas du tout. Mais ils ont réussi à les avoir. Et donc, le faux Leonid Volkov, donc, qui est l'associé de Navalny, le vrai, le faux Leonid Volkov a demandé donc à l'organisation de revenir donc, sur cette décision de retirer Alexei Navalny son statut de prisonnier de conscience. Bon, les gars lui disent, écoute, on peut pas, parce que déjà là on est passé pour des cons, donc si on revient sur notre décision, on va passer encore plus pour des débiles, donc on peut pas faire ça, mais on va insister pour le faire libérer. Le mec est un criminel, d'accord ? Je veux dire, Amnesty International est en train de te dire, on va tout faire pour le faire libérer. On peut pas dire que c'est un prisonnier de conscience, que c'est un prisonnier politique, mais on va tout faire pour le faire libérer. Le mec a tenu des propos, d'accord, contre les habitants du Caucase, hein, les Tchétchènes et d'autres, et le mec a été condamné pour ses crimes, c'est des crimes, hein, d'accord. Et les mecs sont en train de te dire, oui, on va tout faire pour le faire libérer. D'accord, ok, tout va bien. Bref. Je vous mettrai le lien vers la vidéo. Vous irez voir, vers 12 minutes, le faux Volkov demande à Amnesty de ne pas soutenir les journalistes russes de Sputnik qui ont été arrêtés là en Lettonie. Hein, parce que dans les pays baltes, la censure contre les médias russes bat son plein. Ils ont même mis en place des amendes si les gens regardent illégalement les médias russes. Vous vous rendez compte un peu le niveau là ? C'est l'Allemagne nazie puissance 1000 là. Hein. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? T'as le droit de regarder les médias que tu veux, quoi. C'est ça l'Union Européenne, la liberté d'expression, liberté de la presse, liberté des médias. Tu peux foutre des amendes aux gens parce qu'ils regardent des médias interdits. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Bref. Et donc il y a eu aussi des arrestations en Lettonie. Ils ont arrêté des journalistes de Sputnik. Donc le faux Volkov dit à Amnesty, non, mais surtout, vous les soutenez pas, machin. Et là, les responsables d'Amnesty répondent que de toute façon, c'était pas leur intention. Pardon ? Hein ? Non, l'un des responsables, vous irez regarder, le truc est en anglais, hein. Le truc est en anglais, les gars s'expriment en anglais. L'un des responsables sort au faux Volkov, vous n'avez pas à vous inquiéter du fait que nous pourrions dire quelque chose à ce sujet. C'est édifiant. Voilà. Quel genre d'ONG neutre, entre guillemets, est Amnesty International ? Voilà. S'ils sont des journalistes russes qui sont pas pro-OTAN, ils s'en foutent. Voilà. Liberté de la presse, tout ça, à la poubelle. Rien à branler. Donc c'est quand même magnifique. Ça en dit très long hein, quand même sur ce que vaut réellement Amnesty International en termes de défense des droits de l'homme. Hein. Ça dépend de quel côté t'es. Voilà. Si t'es un journaliste russe qui bosse pour Sputnik ou RT, tes droits, Amnesty s'en tape. Voilà. Faut que tu sois du bon côté de la barrière. Sinon, ça en dit long. Ça en dit très très long. Je vais revenir d'ailleurs un petit peu sur la neutralité d'un certain nombre non seulement d'ONG, mais aussi de médias et de choses comme ça à la fin. Vous allez comprendre. Je vais revenir aussi sur la situation en Ukraine. On va parler entre autres économie, hein, puisque bon, après cette mise la Chine à dos avec l'affaire Motorsiche, il semble que Zelensky veut rajouter Singapour à la liste des pays qui en veulent à l'Ukraine, puisque donc là, ils ont décidé de mettre sous sanction 8 personnes et 19 sociétés, donc les sociétés, la plupart sont des sociétés russes, mais il y a aussi dans la liste la société singapourienne Sportsmaster, société qui est donc enregistrée à Singapour, qui est tenue principalement par 2 Maltais d'origine ukrainienne, ils sont nés à Kryvyi Rog comme Zelensky, et ils vivent en Suisse.
Donc on comprend pas trop pourquoi ils se sont retrouvés sur la liste de sanctions. Ça a fait beaucoup jaser ce truc-là. Alors le prétexte avancé par le SBU, c'est que la société aurait des magasins en Crimée. Ce qui fait un peu rire jaune pas mal de gens, vu que Zelensky a vendu la licence de sa Ligue du Rire à STS, et donc va toucher des royalties depuis la Russie. Donc est-ce que Zelensky va se mettre lui-même sous sanction pour rester cohérent? On ne sait pas. Il y a aussi des grosses rumeurs disant que sa femme a des biens immobiliers en Crimée et que toutes les factures sont payées, que donc elle paye ses charges communales, etc. Donc ça sera intéressant de creuser ça aussi. Bon, en vrai, je pense que c'est une décision prise pour favoriser un concurrent qui voulait prendre la place de Sportmaster dans le marché ukrainien. Bon, si la perte de ce marché ne sera pas insurmontable pour Sportmaster, bon, les 4000 employés qui vont se retrouver au chômage, la perte de millions de hryvnias de taxes et l'image délétère que ça va donner de l'Ukraine en termes d'investissement, va pas arranger clairement sa situation économique qui est clairement déjà désastreuse. En plus, l'Ukraine viole encore une fois ses obligations en matière de protection d'investissement. Et donc Singapour pourrait, comme les investisseurs chinois, lancer des poursuites contre Kiev à cause de ça. Beaucoup d'hommes d'affaires ou de politologues ont violemment critiqué sur les réseaux sociaux cette mise sous sanction de Sportmaster en disant que ça aura des conséquences économiques désastreuses et irréversibles pour l'Ukraine. Bon, c'est clair qu'après ça, puis l'affaire Motorsiche, la liste des investisseurs prêts à placer de l'argent en Ukraine va se réduire comme peau de chagrin, parce que il y aura plus que les suicidaires ou les gens qui sont sûrs de récupérer leurs biens, du genre les mecs comme Soros, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, tous les autres, ils voudront plus mettre une bille dans le pays, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. C'est n'importe quoi. Je vais aussi passer assez vite sur le reste de la situation politique, hein, parce qu'en plus des sanctions, la censure continue joyeusement. Alors, vous vous souvenez, je vous avais parlé de ces 3 médias d'opposition qui avaient été censurés par Zelensky. Les journalistes s'étaient regroupés pour créer une nouvelle entité, un nouveau média, qui a à peine eu le temps d'émettre pendant 1 heure avant d'être censuré lui aussi. Telegram est lui aussi dans la ligne de mire des autorités ukrainiennes. Ils ont demandé aux providers internet de bloquer 4 chaînes Telegram, à savoir Resident, que je vous avais déjà cité comme source, Légitime, Nikartel et Splitnitsa. Alors il y a une cour de justice ukrainienne qui a aussi bloqué, tenez-vous bien, pas 1, pas 10, pas 20, mais 426 sites internet, dont l'agence RBK et la plateforme de blog LiveJournal. Alors il semble que c'est suite à la plainte d'un mec là, qui aimait pas ce que certains de ces sites avaient écrit sur lui. Et la cour lui a donné raison en bloquant tous les trucs. Mais là c'est tellement du délire que même le ministre ukrainien de la culture a dit que là ça allait trop loin et qu'une censure aussi massive ne se justifiait pas. Voilà, non mais là ça va tellement loin que même les gars au gouvernement disent non mais là c'est un peu gros là quand même, faut arrêter les conneries. Censure politique, donc dans les 8 personnes qui ont été mises sous sanction, il y a eu Viktor Medvedchuk et sa femme, et des perquisitions ont été menées dans les bureaux de la plateforme d'opposition, et Anatoly Shahari a lui été placé sur la liste des personnes recherchées en Ukraine. Donc la nazification de l'Ukraine se poursuit à vitesse grand V, tout va bien. Et donc j'ai plusieurs pendant ce temps-là à Kiev. Alors il y en a un, j'en ai fait un article, parce que c'était tellement énorme que je pouvais pas passer à côté de ça, sincèrement. C'est le scandale qui a éclaté suite à la publication d'une photo montrant côte à côte Ramzan Kadyrov, qui est donc le chef de la République tchétchène. Je dis bien chef de la République et pas président. Il n'est plus président depuis 2011 à sa demande. Il a fait changer son titre pour celui de chef de la République, comme ce qu'on a chez nous. Parce qu'il estime qu'il doit y avoir qu'un seul président en Russie. Voilà. Et donc Kadyrov s'était retrouvé lors de la cérémonie officielle d'ouverture de la conférence exposition internationale de défense IDEX 2021 qui a lieu à Abu Dhabi. Et il s'est retrouvé à côté du vice-premier ministre ukrainien Oleg Uruski. Et donc la photo qui avait été prise samedi lors de la cérémonie d'ouverture a été publiée.
Et là, ça a fait un énorme scandale en Ukraine. Les gens ont demandé la démission d'Ourouski. Lundi, le Premier ministre ukrainien Shmyhal demandait publiquement sur Facebook des explications urgentes de la part d'Ourouski. Bon, pourquoi ça a été fait sur Facebook? C'était pour rassurer les néo-nazis ukrainiens sur le fait que Shmyhal était vigilant, n'est-ce pas? Alors Ourouski s'est défendu en disant bah, c'est pas ma faute, c'est le protocole du pays qui accueille la conférence qui a décidé de nous mettre côte à côte par ordre alphabétique. Voilà. Bon, l'Ukraine s'en est plainte, elle a demandé à ce que ça se reproduise pas. Bon, l'affaire aurait pu en rester là si Ramzan Kadyrov avait pas décidé de troller littéralement l'Ukraine, mais de manière stratosphérique. Alors, je sais bien qu'il y a des journalistes ou même des lecteurs qui ont tendance à prendre les propos de Kadyrov au premier degré. Alors, quand vous voyez un post sur Telegram avec plein de smileys qui pleure de rire à la fin, il est en train de se foutre de votre gueule. D'accord? Non, mais voilà, il est en train de troller, il a beaucoup d'humour. Et donc, il a sorti sur sa chaîne Telegram que, en fait, il y avait un mec qui savait pas qui c'était. Il a découvert après que c'était Oleg Ourouski. Enfin, très sincèrement, même moi, je savais pas qui était Oleg Ourouski. Et que donc cet homme inconnu à ce moment-là s'est approché de lui et lui a proposé d'écouter des informations secrètes, et qu'avant que Kadyrov ait eu le temps de comprendre la situation, que son interlocuteur avait commencé à partager des secrets d'État avec lui. Et il précise même qu'il était très agité et qu'il passait son temps à regarder autour de lui. Il dit donc qu'il s'avérait que le mystérieux étranger était le vice-premier ministre ukrainien Oleg Ourouski. Bon, la couleuvre est clairement un petit peu trop grosse, donc il a essayé de la faire passer avec un peu d'huile, en disant que même si pour une personne sensée ça a l'air complètement délirant, avec les officiels ukrainiens, tout est possible, même les trucs les plus farfelus. Voilà. Et il a conclu en disant que, bon, il est revenu un petit peu de manière sérieuse sur la fin, quand même, pour sa conclusion, en disant que de toute façon, tout ce scandale, ça vaut que dalle, ça vaut rien du tout, c'est n'importe quoi. Il dit que jusqu'à ce jour-là, il savait même pas qui était Oleg Ourouski, que même d'ailleurs s'il l'avait su, il n'aurait pas laissé Ourouski s'approcher de lui, donc être à côté de lui, tu vois, même lui aurait lui-même fait un scandale, je pense, auprès des organisateurs s'il avait su qui était le mec, parce qu'il a dit qu'il considère qu'il est inacceptable qu'il approche des gens comme ça, sans même parler de leur serrer la main. Il a dit, je cite, « Pour moi, les personnes qui sont impliquées dans les nombreux malheurs et souffrances de leur propre peuple dans le Donbass et d'autres régions ne méritent pas le respect. » Voilà. Bon, il a conclu en disant que Ourouski aurait dû se sentir honoré d'être présent sur la photo avec du beau monde, et qu'il ferait mieux d'imprimer la photo et de l'afficher en bonne place dans son bureau et à la maison, et qu'il peut en être fier. Voilà, ça c'est beaucoup de trolls. Et puis il a fini donc avec les smileys qui sont en train de rigoler jusqu'à en pleurer. Après une réponse pareille de la part de Ramzan Kadyrov, Oleg Ourouski n'a pas fini de se justifier en Ukraine. D'ailleurs, même l'ancien ministre des Affaires étrangères, Klimkin, a demandé la démission d'Ourouski en disant que le protocole n'était pas une excuse. Alors moi je veux bien, mais comme l'a dit si bien Ourouski lui-même, de manière très juste, je veux dire, lors de trucs officiels comme ça, tu peux pas fuir les représentants de la Russie comme la peste. Je veux dire, à moins de passer pour des cons et des gros lâches qui sont même pas foutus de se tenir à côté d'un représentant russe. Puis en plus, je veux dire, il suffit de prendre les photos où Zelensky apparaît aux côtés de Poutine sur les photos du sommet au format Normandie à Paris. Faut faire quoi? Faut que Zelensky aussi démissionne parce qu'il est à côté de Poutine. C'est n'importe quoi. Je veux dire, non mais... Là, c'est le niveau zéro de la politique, quand même. Hein. Voilà. Autre représentant du niveau zéro de la politique, c'est Turchinov, ancien président par intérim de l'Ukraine, qui a accusé le pays de financer la Russie, parce qu'elle lui achète de l'électricité.
Alors il a dit, je cite, « Pourquoi ont-ils détruit le secteur énergétique ukrainien? Pourquoi se sont-ils tant battus contre l'énergie nucléaire, fondement du système énergétique de notre pays? Et en détruisant l'énergie nucléaire, ils maintiennent l'équilibre énergétique en hiver au détriment du surplus d'électricité en provenance de Biélorussie et de la Russie. C'est-à-dire qu'au détriment de nos ressources financières ukrainiennes, y compris nos citoyens, il y a un système de financement de la Fédération de Russie, le pays agresseur, et c'est un danger. » Il a également déclaré que Kiev mettrait le pays en grave danger en coopérant avec Moscou, en renouvelant sa dépendance énergétique. Bon, alors Toto, déjà de une, c'est justement à cause de mecs comme toi et de votre russophobie que vos centrales nucléaires ne fonctionnent qu'à moitié et encore. Vu que vous refusez d'acheter le combustible nucléaire à la Russie dont ont besoin vos centrales, et que vous essayez d'acheter du combustible américain qui va pas, qui est pas compatible, qui pose problème, qui provoque des avaries, et que résultat, il faut arrêter les centrales pour retirer les barres défectueuses. Donc c'est de votre faute si l'état de vos centrales nucléaires est ce qu'il est. Hein, c'est pas... Hein, voilà. Donc tu peux t'inclure dans la liste, au lieu de dire pourquoi vous, non, tu peux dire nous, parce que t'en fais partie. Et puis de deux, c'est marrant parce que payer pour de l'électricité russe quand vous en avez absolument besoin, ça a l'air de vous poser problème. Mais par contre, toucher du pognon de la Russie pour faire transiter son gaz vers l'Europe, là, ça vous gêne moins. Hein, et là, il n'y a plus de problème de pays agresseurs. Hein, ouais, quand il s'agit de toucher du fric, hein, c'est marrant, là, ça vous gêne pas. Vous faites même tout pour empêcher d'ailleurs que le Nord Stream 2 soit terminé, pour pouvoir continuer justement à bénéficier de cette rente. Voilà. Dépendance énergétique, vous avez dit? Oui. Oui, tout va bien. C'est de poids, de mesure, tout ça. Et alors le troisième, c'est un pendant ce temps-là à Prague. Chez les propagandistes de Washington, à savoir Radio Svoboda, Radio Liberté donc, il y a des journalistes qui relayent sur le Twitter des propos délirants de gens qui soutiennent Navalny. Alors faut croire qu'il n'y a pas que les soutiens de Navalny qui consomment des drogues dures à l'instar de leur leader suprême, hein, oui, parce que bon, quand tu vois les propos, là je pense qu'on est plus proche d'une secte que d'un vrai mouvement politique. On a donc Victor Matisen qui nous a régalé avec son délire psychédélique, où il a sorti, je cite, « Accrochez-vous, je suis sûr que tous les discours que Navalny a prononcés lors des procès en tant que dernier mot de l'accusé seront inscrits dans les tableaux oratoires au même titre que ceux de Cicéron et d'autres grands orateurs. » Alors... J'ai vu les conneries qu'a sorti Navalny lors de son dernier procès, entre autres, où il a insulté un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, où il a traité le petit-fils du vétéran de prostituée. C'est quand même bien insulter la mémoire de Cicéron que de sortir des bêtises pareilles. Puis ça en dit long quand même sur l'organe de propagande qui est Radio Svoboda quand même, parce que là, ça va un peu loin. Et puis ça montre que les groupies de Navalny sont une vraie secte, déconnectée de la réalité. Puis bon, pour finir, vu comment a fini justement Cicéron, je rappelle qu'il a été assassiné, ses mains ont été exposées sur le forum en punition pour ses textes qui insultaient Marc-Antoine. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de comparer Navalny à Cicéron, si tu veux. Enfin, sauf si vous êtes en train de sous-entendre qu'il va finir de la même façon, je sais pas, mais non. Dans les talents oratoires de Navalny, c'est de la merde. Je veux dire, ce mec a sorti des torrents d'immondices lors de son procès contre le vétéran. Il a été condamné à 85 000 roubles d'amende lors de ce procès. Donc non, Navalny n'a rien à voir avec Cicéron, je veux dire, en termes de talent oratoire. C'est juste un gros beauf qui tient des propos absolument outranciers. Il a d'ailleurs commis je ne sais pas combien d'outrages à magistrat pendant le procès à propos de ces diffamations contre le vétéran de la Grande Guerre patriotique. Donc je suis désolée, je veux dire, non, là on atteint vraiment le sommet du ridicule, oser le comparer à Cicéron, ça va être quoi après Je veux dire, César, je sais pas, vraiment, ça montre vraiment que les groupies de Navalny et tous les organes de propagande qui promeuvent Navalny sont tous complètement déconnectés de la réalité. Enfin, je veux dire, Navalny comparé à Cicéron,
on peut arrêter les conneries, là, s'il vous plaît. Je vous ai pas parlé en détail dans ce site rep de l'article que j'ai publié tout à l'heure, que j'ai traduit en fait, qui est de Max Blumenthal, qui a été publié sur The Grey Zone, qui, grâce à des documents qui ont fuité, qui ont été obtenus par les Anonymous, montre que Reuters, la BBC et Bellingcat ont travaillé avec le ministère britannique des Affaires étrangères en matière de propagande contre la Russie. Bon, c'est très intéressant. L'article est long, mais je vous encourage à aller le lire. Donc c'est le dernier que j'ai publié aujourd'hui. Il est encore en tête donc, du site Donbass Insider. Vous pourrez le retrouver. Vraiment, allez lire. C'est très intéressant parce que c'est ces mêmes officines hein, qui traitent RT, d'organes de propagande du Kremlin, ou même... qui diffament des petits médias comme le mien, puisque ça y est, Donbass Insider a accédé à la célébrité, et moi avec, puisque nous avons eu droit à un article, pour nous tout seuls, sur EU vs Disinfo, qui est donc l'un de ces organes de propagande européens chargés de désigner les auteurs de fake news, les auteurs de désinformation. Et donc ils ont fait un article sur Donbass Insider et moi-même, donc où ils nous traitent en gros de relais de propagande russe, de désinformation venant de Russie. C'est marrant parce qu'à aucun moment ils prouvent, tu vois, ils te disent juste oui c'est de la désinformation, et puis elles relayent des informations venant d'autres sites eux-mêmes connus pour faire de la désinformation, mais à aucun moment tu as un exemple concret, tu as une preuve quelconque. Alors ils citent, on retrouve Stratpol, Xavier Moreau sera ravi de savoir que il a le droit lui aussi à ce fameux label de qualité de EU vs Disinfo, mais aussi Riafan ou Krelix, donc qui est la chaîne Telegram et le site de Prozorov, cet ancien agent du SBU, et d'autres. Alors c'est marrant parce qu'ils disent oui, que en gros je relaye principalement ça. Oui et non. Oui et non. Il y a un certain nombre de fois où j'ai mes propres reportages qui vont maintenant se multiplier vu qu'on est dans une phase d'escalade, donc je vais reprendre de manière importante les reportages sur le terrain, autant que faire se peut, parce que c'est pas toujours possible, des fois pour des raisons de sécurité on ne nous laisse pas y aller, donc ça il faut quand même en être conscient. Mais il y a aussi des fois où j'utilise des médias ukrainiens comme source. Donc c'est quoi ? Je relaye et la désinformation russe et la désinformation ukrainienne. Non mais c'est n'importe quoi. Enfin, vraiment, je vous dis, c'est à mourir de rire, quoi. Enfin, ils essayent vraiment de foutre des labels en mode attention, fake news, il n'y a pas de preuves. C'est comme les médias ukrainiens qui m'ont attaqué là-dessus, c'est, qui relayent des fake news. Lesquels ? Exemple, fait, preuve. Zéro, il n'y en a pas, que dalle. Voilà, je veux dire, entre ça, l'article de Blumenthal sur les liens quand même entre Reuters, la BBC, Bellingcat et le ministère britannique des Affaires étrangères, en fait les services secrets, pour faire de la propagande russophobe, plus le coup d'Amnesty International, si tu veux, ces pseudo-machins neutres qui sont pas neutres du tout, qui sont payés par des think tanks de l'OTAN, etc. Parce que UVS Disinfo, c'est un machin de l'OTAN, faut quand même en être bien conscient, c'est financé par toutes ces mêmes structures que Bellingcat et le reste. Et le but est le même, le but c'est de discréditer en fait les médias russes ou les médias alternatifs comme Stratpol ou Donbass Insider, à coup d'accusations de fake news, de liens avec les services secrets russes, etc., etc. Alors ces gens-là, on a la preuve qu'ils sont financés par des think tanks de l'OTAN, par le ministère britannique des Affaires étrangères, par des gouvernements étrangers. J'ai un certain nombre de médias dits indépendants en Russie qui sont en réalité financés par les Pays-Bas, par la Suède, etc., etc. Là, il y a eu un gros scandale qui a éclaté, qu'RT a publié du Media Project, où il a été découvert qu'ils ont été financés par des fonds occidentaux, entre autres américains, et de l'Union européenne, et qui donc ce média n'est pas du tout indépendant. C'est le cas aussi pour Medusa, Mediazona et bien d'autres. Et donc tous ces
truc pseudo-indépendant, hein, viennent nous pointer du doigt, hein, des gens comme Stratpol ou moi-même, alors que nous, on reçoit aucun financement d'aucun gouvernement. On est réellement totalement indépendant et on peut faire notre travail grâce à vous, grâce à vos dons. C'est comme ça que ça marche. Donc, je veux dire, nous, on est réellement indépendants et on se fait pointer du doigt comme étant des organes de propagande du Kremlin par des mecs qui, eux, reçoivent des fonds de l'OTAN, du ministère britannique des Affaires étrangères, du gouvernement néerlandais, du gouvernement suédois, etc., etc., etc. C'est les plus grands comiques, voilà. Donc, voilà la situation. Je pense que l'escalade va se poursuivre. Je pense que le risque d'offensive au printemps est tout à fait important. Il y a vraiment un grand risque. Je pense que quand on voit plus de 150 pièces d'armement lourd avec des calibres allant jusqu'à du 152 mm, des lance-roquettes multiples grades, et qu'on voit un doublement des bombardements en à peine une semaine, et puis de nouveau des victimes civiles et des habitations civiles endommagées, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, et je pense que malheureusement, dès que le temps va le permettre, l'armée ukrainienne, pour l'instant je pense qu'ils sont en train de tester les lignes, c'est-à-dire ils bombardent, ils regardent comment on réagit, si on encaisse ou s'il y a des points de faiblesse. Je pense qu'ils sont en train un peu de tester la ligne de front en différents points et de mener des provocations pour nous amener à répondre et pouvoir ensuite dire vous voyez, ils respectent pas le cessez-le-feu, etc. Mais il va y avoir un moment où, malgré toutes leurs jolies dénégations, ils vont s'asseoir sur les accords de Minsk et ils vont passer à l'attaque. Voilà, donc situation à suivre de très très près. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, portez-vous bien.